Idée, Pierre-Édouard Deldic. Bonjour, nous allons parler des réseaux sociaux dans ce numéro du magazine Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, vous le savez. En compagnie de Robert Redeker, un philosophe, un vrai, qui depuis 2 décennies observe avec un regard critique l'évolution de nos sociétés. Il vient d'écrire Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, un livre dans lequel il écrit notamment ceci. Tout observateur voit dans l'émergence et la croissance des réseaux sociaux le plus grand phénomène planétaire des 30 dernières années. Ce n'est pas un phénomène semblable à ceux que l'on a connus, c'est un phénomène de rupture, de saut, un saut anthropologique, un saut politique. Eh bien, nous allons parler avec lui de cette rupture, de ce saut. Idée, un magazine que vous pouvez télécharger sur le site de la radio ou votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi l'écouter sur l'application fort pratique et gratuite RFI Pure Radio. Bonjour Robert Redeker. Bonjour, j'adresse un fraternel salut aux auditeurs répartis partout dans le monde. Ils en seront ravis. Merci Robert Redeker. Moi je suis ravi de vous retrouver également à ce micro. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sport notamment et même le football. Nous en avons parlé ici même. Vous vous êtes intéressé donc au sport, le sport contre les peuples. C'est dans un livre publié aux éditions Berg en 2002. Le sport est-il inhumain aux éditions Panama en 2008. Peut-on encore aimer le football? Ça en avait parlé, c'était aux éditions Le Rocher. Mais vous avez aussi porté votre regard sur la notion de progrès, sur la vieillesse. Vous êtes donc un observateur du monde actuel. Oui, et actuel, c'est le mot. Actuel, mais il y a un fil conducteur à tous. D'ailleurs, depuis le premier aux armes citoyens, c'était en 2000. Voilà, c'était une interrogation sur la culture est-elle ce qui permet de transformer l'homme, c'est-à-dire le côté révolutionnaire de la culture. Donc, le fil conducteur, je vais le dire en 30 secondes. Ah, vous avez le temps. Vous avez le temps. C'est le privilège que nous avons. Voilà, Emmanuel Kant, dans un petit texte très célèbre qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» nous suggère que la question centrale de la philosophie, c'est finalement la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Bon, et les Lumières, c'était pour lui l'arrachement de l'homme à la minorité, son devenir majorité, donc son autonomie, son indépendance intellectuelle. Alors, c'est un point de départ très important par rapport à ce dont nous allons parler dans quelques minutes. Bon, le fil conducteur de tous ces ouvrages, ce n'est pas tellement la question qu'est-ce que l'homme, puisque je ne crois pas qu'il soit vraiment fixe, c'est la question qu'est-ce que l'homme est en train de devenir aujourd'hui, à travers toute une série de dispositifs, le sport étant l'un de ces dispositifs. Dans ce qu'ils appelaient Ego Body, c'est qu'est-ce que cette époque où l'homme prend son corps pour son moi, son body, et le body d'ailleurs c'est pas tout à fait le corps, c'est naturel, spontané, c'est le corps fabriqué par le type de société dans lequel nous trouvons. Donc qu'est-ce que l'homme est en train de devenir? Voilà, les GAFAM, les réseaux sociaux ont un projet anthropologique de fabrication d'une sorte d'homme nouveau dont nous sommes chacun d'entre nous dans la mesure où nous utilisons les réseaux sociaux dont nous sommes tous un peu à la fois les cobayes et la matière. Donc il y a un projet anthropologique, je crois, de transformation de l'homme et également un projet politique, c'est-à-dire un certain type de société notamment, je pense, radicalement différente de ce qui s'est imposé en Europe à partir du XVIIe siècle,
Alors, il faut rappeler que ça s'est imposé pour mettre fin à l'anarchie des guerres de religion. Ce qui s'est imposé, c'est l'État souverain que l'on appelait le Léviathan. Alors le Léviathan, ça nous fait penser à Thomas Hobbes, on va en parler dans un instant. Ça nous fait penser à l'état de nature que vous analysez aussi dans ce livre, l'état de nature conçu par Hobbes, mais conçu aussi par Rousseau. C'est pas tout à fait la même chose. Dans tous les cas, Robert Heidegger, pour vous, ces réseaux sociaux risquent à terme de remplacer les États. Oui, au-delà des réseaux sociaux, ceux qui tiennent les réseaux sociaux, les fameuses sociétés des GAFAM, les réseaux sociaux, ce sont les navires de proue des GAFAM. Il y a un enjeu entre les États tels qu'ils existent et les réseaux sociaux. L'enjeu, c'est le pouvoir. Voilà. Sauf que ce qu'envisagent les GAFAM, c'est une autre forme de pouvoir que ce que l'on a connu jusqu'ici. Donc, les choses se passent comme si nous étions à un moment de guerre des souverainetés et de changement de souveraineté. Nous avons l'État souverain. Alors derrière l'État souverain, il y a soit le peuple souverain, soit la nation ou l'imaginaire de la nation. Ou on peut imaginer, il y a eu toutes sortes de formes politiques de la souveraineté. Nous avons donc d'un côté l'État souverain, mais le désir d'une nouvelle souveraineté. Alors on ne sait pas sur quoi elle peut être fondée, sur quoi elle peut être légitimée. Quand on regarde ça, on met un point d'interrogation. Oui, les GAFAM veulent le pouvoir, c'est évident, sur les hommes. Oui, les réseaux sociaux, c'est un des moyens d'acquérir ce pouvoir, mais sur quoi se fondent-ils? C'est-à-dire sur quoi se légitiment-ils? On ne sait pas. Jusqu'ici, tous les pouvoirs, quels que soient les pouvoirs, avaient une forme de légitimité, y compris les pouvoirs dictatoriaux, y compris des dictatures sévères. Mais là, c'est-à-dire, alors la légitimité dans ce cas s'ancrait sur la théologie. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, on est plutôt, ça repose sur du sable, sur du vide, et le vide, comme tout vide, sidère et doit nous inquiéter. Et là où il y a un saut anthropologique, pour reprendre votre expression, Robert Heidegger, c'est que il ne s'agit pas ici simplement de questions de pouvoir. Ces GAFAM veulent le pouvoir, dans une certaine mesure l'ont déjà un peu, mais ils veulent aussi, involontairement ou pas, transformer l'homme. C'est un terme générique, je précise. Oui, le pouvoir, ils l'ont un peu, de plus en plus. J'ai été frappé. Il ne s'agit pas ici, dans ce propos, de juger la politique ou même le contenu d'opinion du président Donald Trump. Il s'agit quand même de s'étonner qu'une société privée puisse censurer, bannir le président de l'État le plus puissant et le plus riche du monde, donc probablement l'homme le plus puissant depuis les empereurs romains, alors que ces sociétés privées sont installées sur le territoire même de cet État. C'est quelque chose qu'il faut penser. En Californie, singulièrement. Voilà, quelque chose qu'il faut penser, interroger. Et il faut remarquer en même temps que les talibans, eux, les talibans officiels ont toujours leur compte Twitter et ne sont pas bannis. Ça interroge. Alors vous parliez il y a quelques minutes, Robert Heidegger, de l'état de nature, de la question de la souveraineté. Il nous faut revenir à cette question philosophique de l'état de nature. Pour vous, sommes-nous en train, en quelque sorte, de revenir à cet état de nature ? Bon, il y a au moins deux conceptions de l'état de nature. Il faut d'abord effectivement définir ce qu'est cet état de nature, qui est une donnée philosophique, oui. Un concept philosophique. Et dans la philosophie, on partage entre deux grandes conceptions. Alors, ce n'est pas de la philosophie comme ça en l'air.
pour faire des phrases, des dissertations ou des oraux à l'université. C'est pas ça du tout. Ce sont des idées très concrètes et qui ont eu des applications politiques très importantes dans la mesure où elles ont influencé et était le socle de nombreuses constitutions, en particulier la Constitution américaine qui cite Jean-Jacques Rousseau et les différentes constitutions françaises. Voilà. Donc les deux théories. Alors il y a l'état de nature de Hobbes et l'état de nature de Rousseau. Hein. Alors apparemment c'est très différent. La vérité est plus nuancée, je pense. Bon, alors selon Hobbes, à l'état de nature, l'homme est l'ennemi de chaque homme, homo homini lupus. Et l'homme est un loup pour l'homme. Voilà, la célèbre formule de Plaute. Oui, donc il y a une conception pessimiste de la nature humaine. Les hommes sont portés spontanément à se nuire les uns les autres, à se déchirer et à se tuer les uns les autres. Donc c'est une vision sombre de la nature humaine, et l'état de nature, c'est cette guerre de tous contre tous. Voilà. Ça, c'est la conception de Hobbes. Bon, la conception de Rousseau paraît plus optimiste et même peut-être irréaliste. Bon, alors Rousseau ne dit pas exactement ou très rarement que l'homme est bon par nature. Il dit qu'il n'est ni bon ni mauvais, mais cela revient à la bonté. En fait, les hommes ne cherchent pas à se nuire les uns les autres, et l'état de nature est en fait un état heureux, un état de bonheur, mais dans lequel, et là c'est la même chose que chez Hobbes, dans lequel l'homme est solitaire. Voilà, il est quasi comme une bête, et il n'a de relation avec les autres que les relations nécessaires à sa nourriture et à sa reproduction. Hein, c'est ça l'état de nature rousseauiste. Bon. Alors, donc d'un côté c'est le règne de la violence, et de l'autre côté c'est le règne de la paix solitaire, du bonheur dans la paix solitaire. Mais là où finalement cela ressemble à Hobbes, c'est que Rousseau dit très bien que cet état n'a jamais existé. Donc, et qu'en fait, l'homme a toujours été dans un état civilisé qui est un état de violence. Donc, l'état civilisé dans lequel nous sommes, c'est un état de violence qui est la même chose que l'état de nature de Hobbes, qui est un état de violence. Alors, tous les deux, donc c'est la violence qui est là. Et tous les deux sont d'accord pour dire que il faut sortir de cette violence. Bon. Et la recette de tous les deux, à chaque fois, se ressemble très fortement. Hein. C'est le fameux Léviathan de Hobbes et le fameux contrat social de Rousseau, dans lequel l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Donc cela, c'est l'état de violence avant le contrat social, mais dans le contrat social, que nous dit Rousseau, qu'est-ce que c'est que le contrat social? Nous abandonnons toute notre liberté pour nous aliéner, dit-il, totalement et sans réserve, pour nous aliéner à la volonté générale. Bon. Ce contrat social, c'est la réponse de Rousseau à la violence. Et dans la cité du contrat social, l'homme est aussi libre qu'à l'état de nature, tout en étant parfaitement aliéné. C'est tout le paradoxe rousseauiste qui fait que l'on a pu interpréter Rousseau de tas de façons différentes. On a pu dire, mais Rousseau, c'est le totalitarisme, Rousseau, c'est l'anarchisme. C'est très énigmatique, le contrat social de Rousseau. Voilà. Alors Hobbes, c'est différent, plus réaliste que le contrat de Rousseau. Les hommes signent entre eux un contrat d'union, et à partir de cette unité, ils s'aliènent à un souverain. Il y a aussi la notion d'aliénation, comme chez Rousseau. Voilà. Et ce souverain, c'est le fameux Léviathan, l'État, qui a le monopole de la violence,
c'est-à-dire qui exerce la répression sur la violence horizontale. Donc il n'y a plus de violence horizontale, comme à l'état de nature, il y a seulement la violence verticale de la répression. Et donc le Léviathan, alors à l'origine, l'idée de Léviathan, c'est vétérotestamentaire, c'est un monstre marin dans l'Ancien Testament qui avale les hommes qui passent à sa portée. Alors l'État, c'est bien un monstre qui réunit tous les hommes qu'il y a à l'intérieur de lui, qui ont été avalés, mais ces hommes sont protégés les uns des autres par ce monstre. Voilà ce que c'est que le fondement de l'État moderne. Nous vivons dans cela. Nous voyons bien que c'est la demande des populations que la violence horizontale soit annulée par l'État. On demande cela chaque jour, tous les débats sur la sécurité. Plus que jamais d'ailleurs, effectivement. Plus que jamais. Ouais. C'est cela. Donc c'est une demande de Léviathan. Et en face de cela, vous avez la tentative d'imposer un nouveau type de souveraineté, et c'est ce dont nous sommes en train de parler, les GAFAM et les réseaux sociaux. Robert Redeker, vous écrivez dans votre livre « Les réseaux sociaux libèrent l'énergie que l'État Léviathan, en ses différentes guises historiques, retenait la violence ». Exactement, donc c'est un retour à l'état de nature au sens de Hobbes. On peut prendre un exemple qui peut paraître anecdotique, et en prenant cet exemple, on se met un peu à côté de la violence incroyable qui règne sur Twitter. C'est tout ce qui se passe autour des 2010, voilà, du hashtag 2010. Je ne sais pas si les auditeurs... Oui, toute la polémique lancée autour des enfants nés en 2010. Oui, c'est-à-dire des enfants qui entrent en 6e et qui sont victimes d'un harcèlement psychologique très violent de la part de ceux qui sont en 5e ou en 4e. Alors, on va me dire, mais il y a toujours eu de la violence entre enfants. Sur les cours de récréation, notamment. Oui, je veux apporter... D'abord citer un exemple personnel, puisqu'on a le temps. Donc, je suis né en 1954, dans les montagnes de l'Ariège, de parents allemands. Les deux parents étaient allemands. Donc, mon père était soldat de l'Africa Corps, qui s'est engagé dans l'Africa Corps, qui a été fait prisonnier par les Anglais en 1942, amené au pénitencier de Saint-Louis du Missouri, de l'autre côté de l'Atlantique, ramené en Europe en 1945, donc où il a rencontré ma mère, qui était allemande aussi, dans le sud de la France. Donc je suis né de cette union en 1954 en France. 9 ans simplement après la fin du conflit, qui a été assez terrible, et je suis né dans un village voisin d'un village où il s'est passé quelque chose par la même division d'Asreich, quelque chose de semblable à Oradour-sur-Glane, le village de Rimont. C'est-à-dire le massacre d'une population villageoise. Voilà, oui. Village martyr de l'Ariège. Et je suis allé à l'école, donc je suis entré à l'école et tout, et c'était assez violent. J'étais traité de salboche, mais je me défendais. Il y avait des bagarres physiques, je m'en souviens très bien. Bon, ça ne m'a pas traumatisé. Peut-être que ça ne m'a pas traumatisé parce que on pouvait se battre. J'étais capable de bagarres physiques. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants à l'école, c'est pas des bagarres physiques. S'il y a des bagarres physiques, c'est accompagné ou c'est de tortures psychologiques qui ne s'arrêtent pas, qui sont jour et nuit, qui sont reprises en permanence. À tel point que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dû intervenir. Oui. Il a dû intervenir. Et cela, c'est une forme de violence dans l'enfance qui est violente par nature et qui doit l'être de toute façon. On apprend la vie à travers la violence. On apprend à grandir. Donc, qui doit l'être, mais qui doit, je crois, rester de la violence physique encadrée. Là, c'est de la torture psychologique. Et de la torture psychologique qui n'est possible que parce qu'existent les réseaux sociaux. Alors, c'est cela, en fait, l'état de nature. Toute la violence que nous avons, là, c'est un retour pas à l'état de nature, mais un retour de l'état de nature à l'intérieur de la civilisation, qui est lié. Enfin, les réseaux sociaux sont l'arme qui permet ce retour de l'état de nature, c'est-à-dire au fond cette
bestialisation, j'aime pas le mot bestialisation, mais je ne connais pas de mot pour dire loup. Voilà. Alors il y a la lycanthropie. En plus, c'est donner une mauvaise réputation au loup, si je peux me permettre. Je signale dans le livre parce que le loup est un animal très intéressant, très sympathique, qui protège les plus faibles, les plus anciens, les plus faibles, en les mettant devant dans la meute pour les protéger au cas où ils seraient attaqués. Bon, mais Hobbes avait était prisonnier de l'imaginaire traditionnel du loup qui en fait un animal insociable et méchant. Robert Redeker, nous sommes ensemble dans ce numéro d'idées pour parler des réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, pour reprendre le titre de votre livre. Et je vous propose maintenant d'écouter l'un des représentants, peut-être le représentant des réseaux sociaux, des GAFAM, Mark Zuckerberg, le patron tout-puissant, le PDG tout-puissant de Facebook. Il a été auditionné ces dernières années par le Congrès, et la première fois en 2018, à propos de données fournies à Donald Trump, des données très précise de millions d'utilisateurs par une société prestataire, Cambridge Analytica. Et je vous propose d'écouter le résumé, la relation d'une de ces auditions. C'était en avril 2018 avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Seriez-vous prêt à partager avec nous le nom de l'hôtel où vous venez de passer la nuit? Non, répond Mark Zuckerberg, auditionné pour la première fois par le Congrès. Voudriez-vous nous dire avec qui vous avez échangé des messages la semaine dernière? Je n'aurais sans doute pas envie de partager cela ici publiquement, répond-il. Sur son réseau social, insinue le sénateur de l'Illinois, ce droit à la vie privée n'a pourtant pas été respecté pour 87 millions d'utilisateurs dont les données personnelles ont été siphonnées. Visage tendu, mal à l'aise, en costume cravate, seul sur le grill, le PDG de Facebook subit le feu des questions de 2 commissions sénatoriales pendant 4h30. Vos règles d'utilisation sont nulles, lui lance le sénateur John Kennedy. Après le scandale Cambridge Analytica, les parlementaires veulent savoir si Facebook est désormais capable de protéger seul les données de ses usagers et d'éviter leur manipulation politique, ou s'ils doivent réguler le réseau social. Les élus veulent aussi des garanties sur l'ingérence russe. Il y a des gens en Russie dont le travail est de manipuler nos systèmes. C'est une course aux armements, dit Zuckerberg. Le PDG de Facebook s'excuse encore plusieurs fois sans remettre en question son modèle. Sceptique, une sénatrice finit par lui dire « Arrêtez de vous excuser et commencez à changer ». Stop apologizing and let's make the change. Idée, la parole à ceux qui pensent le monde. Alors il faut préciser que Facebook a voulu aussi créer sa monnaie, la Libra, devenue Diem, pour l'instant adossée au dollar, mais peut-être qu'un jour ces monnaies deviendront indépendantes. Or la monnaie est un signe éclatant de la souveraineté d'un État, Robert Redeker. Et je voulais écouter aussi ce reportage, réécouter ce reportage, parce que là on voit la confrontation entre un tout-puissant PDG de Facebook et l'État, des représentants d'un État tout-puissant, les États-Unis. Oui, c'est une confrontation. Je crois que c'est une lutte à mort. Il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui avec un regard machiavélien.
Donc Machiavel, c'est la pensée du pouvoir, non pas théorisée. Il y a pas de théorie du pouvoir chez Machiavel, mais pourquoi est-il fascinant et aussi génial? Parce que il montre comment cela fonctionne, et on comprend en lisant Machiavel que dès qu'il y a un enjeu de pouvoir, l'angélisme de l'observateur doit disparaître. Il faut avoir un regard réaliste, presque de réal politique, lorsque l'on pense aux GAFAM, à Facebook, à Twitter, aux réseaux sociaux et à ce qu'il y a en face, parce que le pouvoir, c'est toujours, ça ne peut pas être autre chose qu'une lutte à mort, et l'un des protagonistes ou des adversaires doit être vaincu ou tué, disparaître. Donc il y a une lutte à mort, en effet, dans ce que nous avons entendu, entre Zuckerberg et ceux qui l'ont interrogé, qui représentent encore l'ancienne forme de souveraineté. Alors, dans ce que nous avons entendu, Zuckerberg est en difficulté, en position de faiblesse. Mais historiquement, je crois que c'est le contraire qui se passe. Robert Redeker, vous dites que ces réseaux sociaux sont en quelque sorte le triomphe de l'anarchie. Mais l'anarchie, vous l'écrivez d'une manière assez particulière. Oui, en mettant un petit tiré, AN-archi. Absence de principe, Ouais. absence de principe qui guide, c'est l'étymologie grecque. Mais le A privatif, oui. Voilà, mais l'absence de principe, l'anarchie en ce sens-là ne veut pas dire l'absence de pouvoir. On est loin. Ah oui, j'ai des remarques à faire là-dessus, si vous permettez, puisqu'on a le temps. Bon, on est loin de l'idée anarchiste, de l'utopie anarchiste, lorsqu'on dit que nous entrons dans un monde d'anarchie. Mais voilà, ce qu'il faut remarquer, c'est que au début, il y a 25 ans, 30 ans, encore il y a 20 ans, au début de la montée en puissance d'Internet et des réseaux sociaux, on a cru, en effet, que ce pouvait être une sorte de triomphe de l'anarchie au sens courant du mot. Et d'ailleurs, les premiers, les inventeurs de l'Internet, enfin de ces plateformes, de cet univers, avaient une vision anarchiste, alors traditionnelle du terme, où il n'était pas question de faire du profit avec cette invention, mais plutôt de créer, en quelque quelque pour résumer, un monde nouveau, en fait. Il y avait des idéalistes à Berkeley et il y avait en Californie. Ce mythe assez sympathique là, tout à fait au début, de l'anarchie au sens traditionnel, c'est-à-dire on va se passer du pouvoir. Bon, la liberté sera totale et ce sera une liberté d'épanouissement. Mais en fait, l'anarchie a été retenue, mais simplement au sens d'absence de principe, c'est-à-dire de cynisme absolu. C'est cela, et donc de violence ou d'état de nature. Voilà, chez Hobbes, l'anarchie, c'était l'état de nature aussi. Alors cet état de nature qui se manifeste, et vous l'analysez profondément dans ce livre que je recommande, il est profond, votre essai, Robert Redeker, cet état de nature se manifeste aujourd'hui par un sursaut, un réveil de l'émotion, du ressentiment, de la subjectivité, du bavardage, je reprends ce que vous écrivez dans le livre, au détriment, en quelque sorte, d'une valeur profonde qui est la valeur de l'intériorité. Oui. Vous parlez même d'âme. Oui, de l'âme. De deux valeurs, en fait, fondatrices au moins de la civilisation occidentale, c'est-à-dire gréco-romano, juive, chrétienne, de ce qu'on appelle le judéo-christianisme, mais c'est trop court parce que dans ce qu'on appelait le judéo-christianisme, il y a l'intégration de la rationalité grecque et du droit romain. Donc c'est un bloc civilisationnel qui repose d'abord sur une mise à distance. Le regard éloigné dont parlait un philosophe comme Jean-François Mattei, donc qui repose sur une mise à distance et la rationalité. Voilà, je suis un rationaliste incurable. Personne n'est parfait. Voilà, personne n'est parfait, mais comme l'était saint Thomas d'Aquin.
je suis un peu disciple, pas mal d'aspects. Et donc le bloc civilisationnel, c'était cela. C'était la mise à distance, la méfiance par rapport à nos impulsions premières. Le fait que ces impulsions premières, il faut les laisser de côté au moins à un certain moment. Et alors les laisser de côté, cela crée quelque chose qu'on appelle le temps, la durée. C'est très lié, la durée et la rationalité. Et raisonner par concept et pas par ce qui nous vient comme ça immédiatement à l'esprit. Donc c'est une construction. Et donc cette construction, c'est ce qu'on appelle l'intériorité, l'âme. Il n'y a pas d'intériorité si nous ne mettons pas à distance ce qui se passe sur notre corps, ce que nous entendons. Souvenons-nous des confessions de Saint-Augustin et des méditations métaphysiques de Descartes. Voilà. Saint-Augustin, c'est quand même le penseur de l'intériorité en Occident. C'est celui qui crée la dimension de l'intériorité. Je me retourne sur moi-même, je mets tout à l'écart et finalement, quand je me retourne sur moi-même, qu'est-ce que je découvre? Qu'il n'est pas dans les cieux, qu'il n'est pas éloigné, mais que Dieu habite en moi. Donc que le ciel, qui est la demeure de Dieu, est en fait un ciel intérieur. C'est la grande découverte de Saint-Augustin. Ou bien Descartes, le fameux cogito, je pense dont je suis, c'est quelque chose que Descartes découvre après la mise à distance du monde sensible. Je doute de tout, je commence par douter de mes sens. Je crois que je suis ici, dit Descartes, auprès de ma cheminée, au coin du feu, en train d'écrire ce livre qui s'appelle Les Méditations métaphysiques. Mais non, peut-être que je rêve. Peut-être que je rêve, vous voyez, donc le rêve, c'est cet éloignement, cette mise à distance, et le fait de mettre à distance. Mais non, il y a quelque chose dont on ne peut douter. Il y a quelque chose d'absolument indubitable. Je pense. Mais ce n'est pas mon corps qui pense. Donc je suis, et quelque chose est, cet être, c'est l'être de la pensée, et Descartes l'appelle l'âme. Donc nous avons l'intériorité, la pensée, l'âme, qui sont des constructions de la philosophie occidentale, avec vous voyez, nous avons mis 10 minutes pour en parler. Mais c'est impossible, avec le système des réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas penser. Ça empêche la pensée, parce que cela détruit le temps. Et du coup, nous avons une confiance complète, une confiance qui est un aveuglement à l'immédiateté, à la réaction immédiate, aux réactions corporelles. Tout cela dans une civilisation qui accorde de plus en plus d'importance à l'immédiat, à l'apparence, au corps, à tout ce qui est surface. Et d'ailleurs, vous citez Robert Heidegger dans ce livre très riche, Hegel, et sa célèbre phrase « Il n'y a pas de héros pour son valet de chambre ». Sur les réseaux sociaux, on est tous plus ou moins un valet de chambre. Oui, à commencer par moi, puisque je suis sur les réseaux sociaux. Donc Hegel, c'est un grand très important philosophe du 19e siècle, le plus important du 19e siècle. La phénoménologie de l'esprit. Voilà. Et cette phrase, il l'a dit finalement, il y a une grande admiration de Hegel pour Napoléon. Bon, mais Napoléon avait sans doute un valet de chambre. Mais mettons-nous dans l'esprit du valet de chambre, que voit-il? Napoléon peut-être rôte à table, ronfle la nuit, a les pieds qui puent, se mouche. Donc, comme chacun d'entre nous, comme ce que l'on voit à la télé-réalité, où c'est cela que l'on montre des êtres humains. Et du coup, le grand homme, l'homme admirable, qui, parti de rien, seul exemple comme ça dans l'histoire, devient le maître du monde en quelques années, puis s'écroule, puis tout s'écroule en peu de temps, en 14 ans, un peu plus d'une dizaine d'années. Eh bien, le grand homme, aux yeux de son valet de chambre, n'est rien, sauf que le valet de chambre n'a rien compris.
Sauf que le valet de chambre croit que... alors le valet de chambre, ce n'est pas un mépris de classe de la part de Hegel. Hein. Qu'est-ce que c'est? Le valet de chambre, c'est un étage de l'âme de chacun d'entre nous. Hein. C'est-à-dire, c'est l'étage le plus bas de notre âme. C'est ça, c'est s'intéresser à des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes. À ce qui trivialise. C'est ça. Et ce qui trivialise, c'est ce qui détruit l'humanité. Ce qui détruit ce qu'il y a de plus fort, de plus civilisationnel dans l'humanité. Bon, voilà, nous venons de parler de Hegel, qui était un très grand philosophe, qui est mort du choléra à Munich à l'âge de moins de 50 ans. Bon, peut-être, sans doute, dans son existence, il y avait les mêmes trivialités que celles dont nous venons de parler au sujet de Napoléon, mais on s'en moque. Ce qui est intéressant, c'est l'œuvre de Hegel, c'est ce qu'il a écrit, et pas les petitesses de l'homme Hegel. Sinon, on fait de la philosophie, voici et closer. C'est-à-dire, effectivement, les réseaux sociaux favorisent un type de regard qui est celui du valet de chambre, pour reprendre cette définition de Hegel. Robert Redeker, dans ce numéro d'idées consacré donc aux réseaux sociaux et à la guerre des Léviathans, je voudrais que nous écoutions maintenant le président français, Emmanuel Macron, car il s'est adressé en mai dernier à ce que l'on appelle des youtubeurs, c'est-à-dire des jeunes gens qui font des films, qui publient de la musique sur le réseau YouTube. Ces youtubeurs ont été reçus à l'Élysée. Il s'agit de Carlito et McFly. Et je vous propose d'écouter un reportage d'Anthony Latier sur le sujet. C'est parti pour la première anecdote du président de la République. Le principe est simple. Emmanuel Macron raconte une anecdote et les deux youtubeurs, Carlito et McFly, doivent deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Ma secrétaire me dit le président Trump veut vous joindre. Et il me dit, je t'appelais pour te souhaiter un très bon anniversaire. Et on était le 19 décembre. C'était pas du tout le jour de mon anniversaire. Carlito, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Monsieur le Président, je pense qu'elle est fausse. Elle est fausse. Ouh, il est bon. Le président est-il allé en boîte de nuit lors de son déplacement au Nigeria? A-t-il fait un match avec l'équipe de foot de Marseille? L'ambiance est détendue sous les ordres de l'Élysée. Emmanuel Macron joue le chef de l'État décontracté. C'est un magnifique scénario pour la vidéo. Ça sent une fin de match du PSG, ça, les enfants, et ça finit mal. Hein. Regardez comme il est. Tournage d'une vidéo YouTube donc, mais aussi dernièrement interview aux médias bruts ou encore ouverture d'un compte sur le réseau TikTok. Emmanuel Macron est prêt à tout pour séduire les jeunes à un an de la présidentielle, même à assister à un concert de métal dans les jardins de l'Élysée avec Carlito et McFly. Robert Redeker, il y a deux façons d'écouter ce reportage, la façon à la manière de Cyrus, c'est-à-dire prendre vraiment de la hauteur et se dire tout ça est ridicule, et une façon peut-être plus réaliste qui considère que il faut vivre avec son époque et que un président, fût-il président de la République, doit maintenant passer par des réseaux sociaux, par ces systèmes, pour s'adresser non pas aux Français, mais à des catégories de Français. Oui, c'est le découpage des citoyens en tranches. En tranches. Jusqu'ici, on s'adressait à des classes, je me souviens, mais c'était quand même d'un autre niveau que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Je me souviens des grands leaders communistes s'adressant aux travailleurs, mais c'était quelque chose, le communisme, c'est pas, voilà, le Parti communiste français, c'est-à-dire à une classe sociale, mais là, ce ne sont pas des classes que nous avons, ce sont des niches en nombre infini auxquelles on ne s'adresse pas. Oui, c'est-à-dire, je reprends mon exemple des grands leaders communistes, que ce soit Thorez, Duclos, ou voilà. Il s'adressait à toute une classe au nom d'une histoire, d'une philosophie de l'histoire et à la fois de la destinée dans cette classe dans l'histoire et de sa mission. Quelle était la mission du prolétariat? Enfin, je ne suis pas communiste, mais je sais ce que c'est. Quelle était la mission du prolétariat? C'est de réaliser le rêve générique de l'humanité,
c'est-à-dire une humanité unie dans une fraternité et une égalité, rêve qui... Avec un grand soir. Avec un grand soir, rêve qui ne pouvait être réalisé que par la classe exploitée. Donc, lorsque l'on s'adressait à une classe sociale, c'était en fonction de son destin historique. Mais ce que nous avons entendu il y a 2 minutes, c'est chercher à séduire. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis là, il s'agit encore une fois de parler à une communauté. Et là, oui. On revient à cette question des réseaux sociaux. On ne l'a jamais quitté d'ailleurs depuis le début de l'émission. C'est-à-dire que sur le plan politique, un président de la République doit s'adresser à des communautés à cause des réseaux sociaux presque. Oui, cela c'est... Alors, je ne veux pas faire de polémique dans une émission de réflexion. Je crois que c'est une décomposition de la politique, cette chose-là. Bon, on pourrait en effet s'adresser à des communautés en leur parlant de leur mission à l'intérieur de la communauté nationale. Voilà. Cela, c'est quelque chose de légitime et de tout à fait admissible. Voilà. Mais non, on séduit. Et on séduit de manière superficielle, avec du faux brillant. Du bavardage, ce que vous appelez du bavardage aussi. Du bavardage. Et puis l'on passera à autre chose dans 5 minutes où l'on essaiera de séduire une autre communauté. Voilà, il y a 3 jours, notre président de la République a essayé de séduire les chasseurs d'oiseaux. Bon, avec d'autres idées. Mais sans jamais mettre en relief que tout ça, c'est incompatible. On peut un jour séduire des écologistes en disant nous allons à Marseille, en disant nous allons tout organiser pour maintenir la biodiversité, et le lendemain aller séduire les chasseurs d'oiseaux dans les Landes. Ça c'est l'ère du vide à l'intérieur de la politique. C'est la politique vidée d'elle-même. Et à chaque fois, les réseaux sociaux sont un vecteur. Parce que les chasseurs eux-mêmes, maintenant, utilisent les réseaux sociaux comme moyen d'influence. Et vous dites, Robert Redeker, dans ce livre, que finalement, les réseaux sociaux sont en train de détruire ce que l'on appelait l'opinion publique. Oui. Ce que nous venons de dire l'illustre parfaitement. Bon. L'opinion publique, c'est quelque chose sans frontières, c'est-à-dire qui est lié à l'universalité et au cosmopolitique. Il n'y a pas d'opinion publique à l'intérieur d'une communauté. Et l'opinion publique, alors nous retournons comme au début de notre discussion à Emmanuel Kant. La notion d'opinion publique, elle vient d'Emmanuel Kant. Elle est explicitement thématisée par lui dans Qu'est-ce que les Lumières ? Qu'est-ce que c'est que l'opinion publique ? Elle se forme peu à peu, dit-il, au siècle des Lumières, parce qu'il y a un public qui lit. L'opinion publique est liée à la lecture. Donc, à nouveau, à la question du temps. Parce que la lecture, c'est une dilatation du temps. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une disparition ou dans un écrêtement de la lecture et des sociétés de pensée qui discutent autour des idées, autour des livres. Elles ont eu une grande importance avant la Révolution française. Ça a été montré par de nombreux historiens. À la place de ces lectures, nous avons Facebook, Twitter, donc ce qui empêche, détruit l'opinion publique. Et du coup, ce sont des réactions spontanées et violentes que l'on va mesurer par des sondages, et plus du tout l'opinion publique. Au fond, l'opinion publique, ça peut très bien se passer de sondages, mais pas l'opinion tout court. Vous écrivez qu'avec les réseaux sociaux, nous avons affaire à une infinité de petites subjectivités despotiques qui ne règnent que sur elles-mêmes. Oui, le réseau social, ça permet à chacun de chez lui, dans son clavier, d'être un petit tyran, un dictateur tyran. C'est la tyrannie à la portée de chacun. Mais vous soulignez en revanche, et vous expliquez pourquoi, selon vous, il faut lier ces réseaux sociaux à la faible participation aux élections, au processus électoral. Oui. Les citoyens, enfin ce qu'on peut encore appeler les citoyens, il en existe encore des citoyens, nous essayons tous de l'être. Nous essayons. Les citoyens ont
C'est une question assez compliquée, je voudrais pas paraître trop négatif. Bon, les citoyens ont le sentiment qu'ils s'expriment politiquement mieux et qu'ils seront mieux entendus sur les réseaux sociaux qu'en allant voter. Bon, peut-être n'ont-ils pas tort. Ils ont le sentiment que le vote ne sert plus à grand-chose. Il est vrai que quand il y a des référendums et que finalement on s'assied sur le résultat de ce référendum. Sur l'Europe, par exemple. Sur l'Europe, par exemple, cela, quoi qu'on pense de ce résultat, cela décourage d'aller voter et l'on se dit mais le bulletin de vote, à quoi sert-il? Alors cela peut engendrer, quand le bulletin de vote n'est pas écouté, cela peut engendrer la violence. Et est-elle illégitime la violence qui est née d'un bulletin de vote qui n'est pas écouté, c'est-à-dire qui ne, quand il est majoritaire en plus, qui ne se traduit pas politiquement. On peut se poser la question, ce n'est pas une question dénuée de sens, mais cela peut se traduire aussi par le refuge dans les réseaux sociaux et l'on se dit finalement la politique, ma politique de citoyen, c'est sur les réseaux sociaux que je la fais et l'on se trompe complètement. Alors, je voudrais pas donner l'impression, Robert Adeker, vous avez un petit peu devancé ma réflexion, que on fait une émission dans laquelle on dit que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui c'est le cauchemar. Mais il s'agit d'être vigilant et d'être de face à ces réseaux sociaux qui peuvent aussi avoir leur utilité. Créer, par exemple, des petites communautés amicales, selon les passions et selon les goûts des uns et des autres. Mais il y a sur le fond une tendance de fond qui, elle, est inquiétante. Oui. Il y a des côtés positifs, par exemple la pensée du tiers-État que l'on a toujours cherché à étouffer. Là, elle s'exprime. Elle s'exprime, elle a permis les gilets jaunes et ce n'est pas rien, hein, je crois. Donc il y a en effet des côtés positifs. Et d'autre part, on ne peut pas être au sens étymologique, au sens premier, on ne peut pas être réactionnaire au sens où l'on ne revient jamais en arrière. Et la restauration est toujours une illusion. Elle a été historiquement, on ne reconstitue jamais ce qui existait, le monde d'avant, la France d'avant, etc. Ça n'existe pas. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, au-delà de ces considérations, je crois qu'on peut revenir à la philosophie. Pour résumer notre discussion, il y a une transformation anthropologique, la destruction de l'intériorité et le changement de l'homme en une sorte de vitre translucide. Toute la thématique de la transparence doit être étudiée, avec la disparition de ce qu'on a appelé le domicile privé, la vie privée et le domicile privé. Donc, phénomène accentué par le télétravail de la pandémie, enfin pendant les pandémies, oui, pendant les confinements. Et par les technologies qui se développent, la domotique, etc. Bon, qui ont leur côté utile, mais quand on les interroge philosophiquement, c'est quand même très inquiétant. Donc, d'un côté, nous avons la transformation anthropologique et de l'autre côté, une sorte de transformation politique avec la politique traditionnelle vidée de son contenu et l'on essaie de substituer un état différent du Léviathan traditionnel. Merci Robert Adeker. Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, c'est le titre de votre livre publié aux éditions du Rocher dans la collection Idées. Merci et merci à tous pour avoir eu la patience de m'écouter. C'était un plaisir, Robert Adeker. Idées, un magazine réalisé évidemment par Vanessa Rovansky. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante. Idées au pluriel @rfi.fr. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Donc, dans un instant, un journal, un point sur l'actualité du monde sur RFI.